Dans la cuisine animée de l'établissement hospitalier, l'atmosphère était comme toujours saturée d'arômes divers et de discussions animées. Sabri s'activait derrière les fourneaux, tandis que son fidèle assistant Sanjib surveillait la cuisson des aliments avec une attention toute relative. Sabri lança d'une voix forte que les œufs à la coque cuisaient depuis maintenant une demi-heure et qu'il ne fallait pas tarder, mais Sanjib, imperturbable, lui répondit de laisser encore 2 minutes. Le plat était pourtant réussi, mais le cuisinier ne put s'empêcher de faire remarquer à son collègue qu'il ferait mieux de mettre un pantalon convenable car sa tenue actuelle n'était pas correcte, ce qui provoqua des éclats de rire. Soudain, Jamel entra dans la pièce, passablement agacé, marmonnant que la situation l'énervait au plus haut point. Il avait remarqué que les plus jolies femmes étaient toujours accompagnées par des hommes conduisant des voitures décapotables. Sabri, tout en remuant sa préparation, contesta cette affirmation en déclarant que cela n'avait aucun rapport et qu'il n'avait pas eu besoin d'attendre de posséder un véhicule de luxe pour séduire. Il se souvenait qu'à l'époque où il se déplaçait simplement avec son cyclomoteur modèle 103 SP, il parvenait à séduire au minimum 2 jeunes femmes par semaine. Jamel, incrédule, lui demanda s'il ne racontait pas des histoires, ce à quoi Sabri jura sur sa parole que son constat était pourtant indéniable. Il insistait sur le fait que les femmes les plus élégantes, bien plus charmantes que toutes les amies de son interlocuteur, de véritables canons de beauté, étaient invariablement attirées par les hommes possédant de beaux accessoires. Jamel, curieux et un peu moqueur, demanda de quel genre d'accessoires il parlait, suggérant avec ironie des objets farfelus comme des fouets, des bottes ou même des poêles de cuisine. Sabri balaya ses propositions d'un revers de main, précisant qu'il pensait plutôt à des montres de marque Rolex, à des piscines privées ou à des voitures décapotables. Jamel lui conseilla alors d'arrêter de parler constamment de séduction, affirmant que le véritable remède à sa frustration serait qu'un jour il réussisse enfin à concrétiser une relation. Sabri maintint sa théorie selon laquelle ce n'était pas l'homme en lui-même qui attirait la gaine féminine, mais plutôt tout le décorum qui l'entourait. Jamel concéda que l'aspect physique jouait parfois un rôle, même si son ami lui répétait souvent qu'il était au sommet de sa forme. Sabri confirma qu'effectivement Jamel était au top, mais lui demanda pourquoi, dans ce cas, il ne parvenait pas à trouver de compagne, soulignant qu'on ne l'avait pas vu accompagné depuis une éternité. Piqué au vif, Jamel jura sur la tête de sa mère que si on lui confiait une décapotable, il parviendrait en 2 minutes à séduire au minimum 4 femmes. Sabri lui rappela alors avec un sourire malicieux qu'il avait complètement oublié de lui dire qu'il ne pouvait pas lui donner sa propre voiture, car elle lui appartenait en propre. Profitant de la fin du repas, Sabri demanda s'il pouvait finir l'assiette, puis ajouta que dès qu'il aurait résolu son problème de standing et d'accessoires, son carnet d'adresses verrait son volume augmenter d'au moins 10 kilos. Jamel, en goûtant la préparation, reconnut que le cuisinier avait fait d'immenses progrès et que son omelette forestière était absolument délicieuse. Sabri, modeste, répondit que lorsqu'on disposait de bons produits, la cuisine devenait facile, puis il proposa de lui resservir une portion. Jamel accepta avec enthousiasme, lui demandant de verser généreusement la sauce. Sabri lui promit de le resservir encore dès qu'il aurait terminé, ajoutant que le docteur Strauss allait être ravi de cette réussite. Jamel s'étonna et demanda si le médecin appréciait particulièrement les omelettes. Sabri expliqua qu'une telle préparation était le fruit d'un véritable travail d'équipe, puisque le docteur était allé cueillir les ingrédients et que lui-même s'était chargé de les cuisiner. Jamel se montra sceptique, se demandant ce que le docteur Strauss pouvait bien y connaître en champignons, mais Sabri prit sa défense en affirmant que c'était un grand chasseur, un amoureux de la nature qui s'y connaissait parfaitement, et qu'il s'agissait de simples champignons de Paris. Jamel inspecta le plat avec inquiétude et fit remarquer que les champignons de Paris étaient habituellement petits et blancs, alors que ceux qui se trouvaient dans l'assiette étaient gros et marrons. Sabri, avec sa logique toute personnelle, expliqua que puisqu'ils avaient été cueillis dans les squares et les jardins publics de la capitale, on pouvait légitimement les qualifier de Parisiens. Pris d'un doute soudain, Jamel demanda si quelqu'un d'autre avait goûté à cette préparation. Sabri répondit avec assurance qu'il appliquait la règle du copain d'abord, expliquant que Jamel, en tant qu'ancien Lillois, devait tester le plat avant les autres. Devant l'insistance de Jamel qui réclamait une description précise de l'aspect des champignons, Sabri décrivit de jolis champignons blancs, affirmant qu'ils ne pouvaient pas être mauvais tant ils étaient mignons. Jamel s'exaspéra, répliquant que l'esthétique importait peu et qu'il voulait savoir s'ils étaient comestibles. Sabri affirma que oui,
avant de demander naïvement la définition exacte du mot comestible. Jamel lui expliqua qu'on qualifiait ainsi un aliment propre à la consommation. Sabri se souvint alors des instructions du docteur Strauss, qui lui avait dit qu'il pouvait cuisiner ceux qui n'avaient pas de collerette, à moins que ce ne soit l'inverse, s'embrouillant complètement dans ses explications. Jamel, gardant son calme, lui demanda ce qu'était une collerette dans son univers si particulier, et Sabri répondit que c'était une petite couleur. Comprenant le danger, Jamel ordonna immédiatement au cuisinier d'aller chercher le reste de la cueillette. Sabri lui demanda de ne pas s'énerver et appela Sanjib pour obtenir les champignons. Sanjib manifesta son étonnement en anglais, mais Sabri insista, affirmant que ce n'était pas le moment de discuter. Il apporta les champignons restants à Jamel. Ce dernier, voulant se rassurer, demanda si les exemplaires posés devant lui étaient les mauvais. Sabri affirma avoir jeté les spécimens douteux pour ne garder que les bons, mais Jamel pointa du doigt un champignon suspect, obligeant Sabri à reconnaître qu'il aurait effectivement dû jeter celui-ci, se souvenant qu'il y en avait 3 semblables à l'origine. Jamel, horrifié, fit remarquer que ces champignons ressemblaient à ceux du conte de Blanche-Neige et demanda où se trouvaient les 2 autres. Sabri, un peu perdu, désigna vaguement une direction, expliquant qu'ils étaient passés d'un endroit à un autre avant de finir dans la poêle. Paniqué, Jamel annonça qu'il devait immédiatement subir un lavage d'estomac. Sabri tenta de le raisonner en disant qu'on ne pouvait pas se laver l'intérieur du ventre et que cela n'avait aucun sens. Pendant ce temps, dans une autre pièce de l'hôpital, une discussion d'une toute autre nature se déroulait. Béatrice observait sa collègue Clara avec un mélange de surprise et de désapprobation, lui demandant ce qu'elle fabriquait avec ces aliments alors qu'il y avait déjà beaucoup de beurre. Clara répliqua qu'elle ajoutait de la pâte à tartiner au chocolat en guise de complément alimentaire. Béatrice décida alors de lui concocter un régime strict et personnalisé, affirmant qu'elle allait s'en occuper, que Clara le veuille ou non. Clara refusa catégoriquement l'ajout d'oignons qui donnait mauvaise haleine, et Béatrice lui lança que si elle préférait garder ses rondeurs, cela la regardait. Clara se défendit en affirmant qu'elle n'était pas grosse et qu'elle n'avait jamais exprimé le souhait de suivre un régime, rappelant qu'elle en avait tenté un le mois précédent à base de bananes sans obtenir le moindre résultat. Béatrice lui demanda si elle avait pensé à pratiquer une activité sportive, mais Clara rétorqua ironiquement que les lutteurs de sumo faisaient du sport toute la journée et restaient pourtant énormes. Béatrice insista, affirmant que ce régime était pour son bien. À ce moment-là, Sabri arriva en brandissant un flacon contenant un liquide jaune. Interrogé sur la nature de ce produit, il expliqua qu'il s'agissait d'un vomitif car il avait consommé une nourriture douteuse au bar de l'établissement. Béatrice lui fit remarquer qu'il ne fallait pas manger là-bas puisque Sabri lui-même gérait les cuisines, révélant au passage qu'une patiente, Madame Moreau, venait de subir une grave intoxication alimentaire. Sabri s'enquit de ce qu'elle avait consommé, et Béatrice répondit qu'elle avait pris un dessert à base de fruits qui contenait malheureusement des champignons. Dans le bureau de la direction, le ton montait entre le directeur et un banquier au téléphone. Le responsable expliquait à Monsieur Pelletier qu'il sollicitait un crédit de 80 000 francs pour l'achat d'une voiture. Il s'étonna de la réticence d'une banque aussi importante pour une somme qui, selon lui, représentait bien peu de choses. Il précisa qu'il n'avait pas simplement dit qu'il touchait un salaire mensuel de 5 432 francs, mais qu'il percevait cette somme pour 169 heures de travail. Il ajouta avec fierté que, n'avant-gardiste et travailleur acharné, il effectuait au minimum 25 heures supplémentaires, ce qui lui donnait une assise financière solide. Il se lança dans des calculs complexes, affirmant que cela représentait un montant annuel important réparti sur 13 mois, une somme que même le banquier ne gagnait probablement pas. La communication fut soudainement coupée, laissant le directeur face à un combiné silencieux. Clara entra alors dans le bureau, et le directeur l'aborda poliment pour lui demander un entretien. Clara accepta, mais lui demanda de faire simple car elle était submergée de travail. Le directeur lui exposa sa requête, expliquant que compte tenu de ses nombreux déplacements au sein de l'établissement, il estimait légitime d'obtenir un véhicule de fonction décapotable. Clara refusa net. Il demanda alors s'il pouvait obtenir une avance sur salaire de 80 000 francs, mais essuya un second refus. En désespoir de cause, il demanda avec humour s'il pouvait obtenir cette somme en vendant un de ses organes, mais Clara confirma une nouvelle fois son opposition. Au réfectoire, Jamel s'installa à une table,
déclarant à Sabri qu'il avait une faim de loup et demandant quel était le plat du jour. Sabri lui proposa un cuisseau de gibier accompagné d'une mousse d'escargot, estimant que cela conviendrait parfaitement à son appétit. Béatrice, qui passait par là, conseilla à Jamel de faire attention à ce qu'il mangeait dans cet endroit, rappelant les récents cas d'intoxication et plaisantant sur le fait que même les insectes évitaient désormais la cuisine. Sabri apporta l'assiette à Jamel, qui la regarda avec scepticisme sans y toucher. C'est alors qu'Aimé entra à son tour, tenant à la main un livre de botanique. Il s'approcha de Sabri et lui montra des illustrations en lui demandant s'il reconnaissait parmi les images le champignon qui lui avait servi plus tôt. Sabri désigna vaguement un spécimen, ce qui plongea Aimé dans une terreur profonde. Il s'écria que tout était fini et qu'il allait mourir. Sabri tenta de minimiser la situation, mais Aimé désigna un autre champignon, encore plus dangereux, associé à des maladies graves pour lesquelles il n'existait aucun antidote connu. Il expliqua que le poison passait directement dans le sang, rendant tout lavage d'estomac totalement inefficace et entraînant la mort en 24 heures. Jamel essaya de le calmer en lui disant qu'il exagérait et qu'il se comportait en hypocondriaque, mais Aimé maintint qu'il était un homme condamné. Sabri intervint pour demander qu'on arrête de se moquer de lui, affirmant que la situation était peut-être très grave. Il se tourna vers Aimé, lui assurant qu'il pouvait compter sur son soutien comme s'il était son propre frère. Aimé, paniqué, se demandait ce qu'il allait faire du temps qui lui restait, et Sabri lui suggéra de rédiger son testament afin de lui léguer sa fameuse voiture décapotable. Aimé, abattu, lui dit de prendre le véhicule car il n'en avait plus rien à faire, estimant qu'il ne lui restait que 19 heures à vivre. Il demanda ensuite un comprimé de morphine pour apaiser sa souffrance. Quelques heures plus tard, Aimé se trouvait installé dans une chambre, installée près de la fenêtre. Il demanda pourquoi on l'avait placé à cet endroit, et Sabri lui expliqua que la lumière et la vue sur le parc, les arbres et les oiseaux étaient excellentes pour son état. Sabri en profita pour lui demander un service, lui suggérant de surveiller depuis sa fenêtre la voiture décapotable garée juste en bas, afin d'éviter qu'un voleur ne s'en empare. Aimé, affaibli, réclama de la morphine, et Sabri lui proposa un marché, il lui donnerait son médicament en échange de sa vigilance. Il lui tendit une petite poire d'appel et lui expliqua un code sonore. Un signal signifiait qu'il avait besoin de son médicament, tandis que 2 signaux indiquaient que quelqu'un s'approchait du véhicule. Aimé, confus, actionna le mécanisme à plusieurs reprises, ce qui agaça Sabri qui lui rappela les règles du code. Dehors, Jamel s'était installé au volant de la décapotable, bougeant la tête au rythme d'une musique imaginaire. Sabri le rejoignit et lui fit remarquer qu'il n'y avait pas de musique, mais Jamel répondit qu'il appréciait le confort du véhicule, même s'il était triste pour la situation d'Aimé. Sabri, cynique, avoua qu'il espérait secrètement récupérer la voiture pour séduire de nombreuses femmes. Il commença à interpeller les passants et les oiseaux du parc, craignant que les pigeons ne salissent la carrosserie. Pendant ce temps, Aimé enregistrait un message d'adieu sur son répondeur téléphonique pour une amie nommée Micheline, lui annonçant ses obsèques pour le mardi suivant et égrenant les heures et les secondes qui lui restaient à vivre avant de lui dire au revoir. Dans les couloirs, Béatrice continuait de surveiller l'alimentation de Clara, lui reprochant de consommer des plats en sauce qui favorisaient la rétention d'eau. Elle prétendait agir uniquement dans son intérêt, bien que ses remarques soient particulièrement désobligeantes. Clara, ironique, répondit que ses commentaires lui faisaient le plus grand bien. Aimé les rejoignit, tenant des catalogues à la main, et expliqua qu'il avait besoin d'un avis féminin pour choisir son cercueil, hésitant entre le bois de séquoia du Nevada et le noisetier du Jura. Béatrice estima que le noisetier était un choix solide qui l'empêcherait de s'échapper, tandis que Clara trouvait que le séquoia évoquait les grands voyages et l'aventure. Aimé annonça également qu'il préférait s'occuper lui-même de la collecte pour sa couronne mortuaire. Il demanda l'heure à Béatrice, qui lui répondit qu'il était 21h30, avant que Clara ne rectifie en indiquant 21h28. Aimé s'indigna de cette approximation, affirmant que chaque minute était précieuse et qu'il ne fallait pas les gaspiller ainsi. Plus tard dans la soirée, Sabri et Jamel se trouvaient à bord de la décapotable, observant les passants. Sabri repéra une jeune femme qui approchait et demanda des cigarettes et des lunettes de soleil à Jamel pour se donner de la prestance. Il aborda la passante en lui vantant les mérites de sa voiture sans toit, un modèle récent selon lui. La jeune femme,
qui travaillait en réalité dans le quartier, lui demanda s'il était un comique et lui fit remarquer que le temps passait et qu'elle avait d'autres obligations. Sabri, pensant faire preuve de générosité, lui proposa des friandises, mais la femme s'indigna et lui réclama de l'argent pour le temps perdu. Réalisant le malentendu, Sabri prit peur et lui ordonna de s'éloigner du véhicule, appelant Jamel à l'aide. Le lendemain, les conséquences de cette folle journée se firent sentir. Un patient de la chambre 213, ayant mal interprété les propos alarmistes d'Aimé sur la santé, s'était jeté par la fenêtre, se causant de multiples fractures. Béatrice réprimanda sévèrement Aimé pour lui avoir fait croire qu'il avait une maladie incurable, mais Aimé se défendit en disant qu'il ne lui restait plus que 5 heures à vivre. Sabri s'approcha d'Aimé qui, se sentant faiblir, lui remit une feuille contenant son oraison funèbre. Sabri commença à lire le texte à haute voix, butant sur les mots et transformant les compliments en phrases absurdes, ce qui agita Aimé. Alors que le décompte final approchait, Jamel arriva en courant pour annoncer une mauvaise nouvelle. Le patient qui s'était dénestré était tombé directement sur la capote de la voiture, l'endommageant gravement. Aimé, détaché des contingences matérielles, demanda qu'on le laisse en paix et réclama les documents du véhicule. Après un dernier adieu théâtral, Aimé ferma les yeux. Soudain, le téléphone sonna. Aimé décrocha, expliquant à son interlocuteur qu'il appelait depuis un endroit sombre mais qu'il n'était finalement pas mort. Il se leva, plein d'énergie, déclarant qu'il était bien vivant. Au bar, Clara continuait de consommer ses compléments alimentaires, et Sabri fit remarquer que c'était déjà le 7e flacon qu'elle vidait, déplorant qu'elle préfère ces produits plutôt que de goûter à sa cuisine. Jamel s'excusa auprès de Sabri pour l'avoir accusé à tort d'empoisonnement et lui promit de l'aider à redorer sa réputation de chef. Sabri apporta alors le nouveau plat du jour à Aimé, qui le trouva délicieux. Cependant, Aimé s'interrompit en sentant un élément dur et demanda s'il s'agissait d'un os de poisson. Sabri expliqua qu'il s'agissait en réalité de pigeons sauvages capturés dans les jardins de la ville. Jamel, inquiet, demanda si un autre être vivant avait consommé cette nourriture. Sabri désigna alors la cage de Marius, le petit rongeur de l'hôpital, affirmant que l'animal s'était régalé. Jamel s'approcha de la cage et constata que la petite bête avait cessé de courir dans sa roue et semblait totalement immobile. Sabri tenta de rassurer tout le monde en disant que l'animal faisait simplement une sieste après un bon repas, mais Jamel confirma que le petit rongeur avait bel et bien cessé de vivre, ce qui jeta un dernier froid humoristique sur les talents culinaires du cuisinier.